Avant de parler du Mali, on continue notre périple en Libye et parler de cette rencontre à venir à Genève, précisément entre les frères libyens. On parlait du rôle que peut jouer l'organisation de l'unité africaine. Sana Maintenant, Sadio. l'UA. Oui, Maintenant, l'UA. C'est l'UA. donc pourquoi Sana vient. Oui, Sana. Non, vous croyez que l'Union africaine va jouer quel rôle? Le budget de l'Union africaine est financé par qui? Hein? C'est l'Union africaine qui fait acheminer les armes en Libye. C'est l'Union africaine qui gère, comment on appelle, les ressources pétrolières de la Libye. Mais allez-y savoir. Ne soyons pas si dupes que ça. Mais j'aimerais rectifier quelque chose. Et je l'avais dit précédemment. C'est que la résolution de l'ONU concernant la Libye n'a jamais été de chasser Muammar Kadhafi du pouvoir. La résolution, c'était d'instaurer un couloir aérien pour éviter que les avions de l'armée libyenne ne servent à bombarder les manifestants, c'est tout. C'est en cours de mission que des pays comme la France et autres alliés ont décidé de chasser Muammar Kadhafi. Et comme je l'ai dit, Donc de changer la résolution, non, de violer l'esprit de la résolution. Violer l'esprit de la que je parlais. résolution. C'est ça la vérité. Ouais. Mais depuis lors, comme je l'ai précédemment dit, rien n'a été fait pour que ceux qui ont sciemment décidé d'outrepasser cette résolution de l'ONU soient traduits devant des juridictions compétentes. Moi, je dis l'Union africaine ne peut rien faire. Quel est le budget de l'Union africaine? Demandez à savoir qui finance ce budget à plus de 70%. Demandez à savoir comment on appelle, les présidents, les chefs d'État, membres de l'Union africaine, de d'où tiennent-ils leur soutien pour asseoir leur pouvoir. Et dès lors, vous comprendrez que lorsqu'ils vont à ces rencontres, mais naturellement, vous ne défendrez que la position de celui qui vous soutient, de celui grâce à qui vous restez au pouvoir. Donc, Sana, c'est une logique, c'est ça la logique. Aucune initiative pour résoudre la crise. Moi, je pense que je parle de la Libye, concernant la Libye, vu l'ampleur des enjeux, la puissance des puissances qui se partagent le gâteau libyen aujourd'hui, qui y trouvent leur intérêt. Et vous voyez la Turquie qui se positionne aujourd'hui en puissance en Afrique, venir négocier quoi avec l'Union africaine? Vous voyez tous ces pays qui rôdent, vous les voyez faire quoi? Mais ma foi, ne nous trompons pas. L'Union africaine, on sait ce qu'elle vaut. On sait ce qu'elle vaut. Et on ne va pas exagérer son poids. On sait comment elle est financée. On sait comment les chefs d'État membres, certains sont soutenus et comment ils réagissent quand il s'agit d'intérêts en jeu. Donc, pas de solution à l'africaine, Madame Kenyonsi Adanou. Bon, il peut y avoir une solution à l'africaine si les Africains, nos chefs, l'ont vraiment voulu. Bon, on a parlé de l'aspect économique où cette organisation ou bien les organisations de la sous-région et autres, elles sont financées par l'étranger, par les puissances étrangères. Mais si nous voulons vraiment sortir de cette emprise coloniale ou bien impérialiste, si je peux le dire comme ça, néocolonialiste, il va falloir quand même un engagement plus poussé. Un engagement plus poussé et déterminé à s'affranchir quand même de ce joug colonial qui continue par peser sur nos organisations et toute la population africaine, toutes les populations africaines. Donc une solution à l'africaine, c'est cela qui serait quand même préférable et meilleur à mon niveau, à mon sens, parce que les Africains vont s'asseoir autour d'une table comme on le faisait jadis. Je ne veux pas parler quand même de l'époque primitive, excusez-moi le terme. Non, l'arbre à palabre, c'est pas... C'est très récent. Hein? Voilà, et on invite quand même, si on ne trouvait pas de solution, on invite quand même un œil extérieur, quand même africain, à jouer le rôle d'observateur. Et Sana dit qu'elle n'a pas de moyens, même pour faire déplacer peut-être les délégations, ou bien les délégations vont elles-mêmes... L'Afrique a des ressources, c'est question de bonne volonté et d'engagement politique.
Bon, si on veut, c'est ce que M. Sana a dit tout à l'heure, par quel moyen ces présidents et ces chefs-là sont arrivés au pouvoir. C'est pas l'entremise et quand même pas l'aide de ces puissances étrangères. Donc du coup... Pas tous quand même, hein. Certains, pas tous quand même, parce que il y a des présidents quand même qui s'affirment, hein. Oui, comme notre président. Et il y a des présidents africains qui ont financé la campagne des candidats à l'élection présidentielle en France. Oui, ça, on peut les citer. Il faut comprendre que le côté économique dont on parle, si l'Afrique a des ressources jusqu'à financer des campagnes, par exemple de Sarkozy et d'autres, excusez-moi, Emmanuel Macron, entre guillemets aussi. Et ces ressources manquent pour résoudre les problèmes en Afrique. Endogènes, ne nous leurrons pas. C'est une réalité quand même qui dépasse cet aspect économique que nous devons prendre quand même d'un aspect sous un aspect quand même objectif et je ne sais pas comment je vais décrire ça, mais pour permettre à l'Afrique d'évoluer. Même si on doit, quelle transition? Bon, il faut quand même jouer une fois, il faut que ces organisations-là arrivent quand même à jouer le rôle transitoire pour sortir l'Afrique de cette domination-là. Mais Michel, il ne faut pas oublier que, on va au Mali. En fait, l'Afrique a subi l'esclavage, la colonisation, et maintenant la nouvelle forme consiste à nous voler nos ressources. Donc, quand même, ces gens-là nous doivent de l'argent. On n'a pas été les seuls à être colonisés aussi. Hein? Non, ils nous doivent de l'argent, ils ont pillé nos ressources. Il est temps quand même aussi qu'on en prenne un peu. Donc, au nom de la coopération nouvelle, on peut prendre de l'argent pour financer des projets de la CEDEAO, ce n'est pas un problème. Non. Le problème, c'est plutôt que celui qui a volé, même jusqu'à nos objets d'art, hein, c'est maintenant qu'ils ont commencé par nous retourner nos objets d'art, mais ils ont volé le sous-sol, ils ont volé même notre intelligence. Oui. Ils ont pris nos enfants pour aller travailler pour eux. Oui. Ben alors, notre argent là-bas, pour le dire d'une façon vulgaire, on a contribué à cela, on a favorisé cela, maintenant il est temps de rectifier. Que l'Union africaine soit financée par les Occidentaux, ce n'est pas une bonne chose, mais ce n'est pas non plus à condamner puisque nous avons beaucoup d'argent là-bas. Et ils nous ont volé pendant longtemps. Il faut qu'ils nous retournent un peu. Oui. Maintenant, est-ce que nous avons les ressources nécessaires? Oui. L'Afrique est l'un des continents les plus riches en sous-sol. Mais qui exploite le pétrole du Togo? Le Togo a le pétrole. Nous avons le pétrole dans la mer. Mais qui l'exploite aujourd'hui? Allons même en Guinée, allons au Burkina Faso, au Niger, qui utilise... poser la question par exemple? Ben ça, c'est à nous-mêmes justement. Il faut que les Africains prennent conscience. On ne peut pas se laisser dominer de cette façon. Si nous savons que nous avons de l'uranium et que ce sont les Occidentaux qui viennent exploiter de l'uranium, envoyons nos enfants pour se faire former dans les mêmes écoles que ces petits techniciens-là. Et puis, nous allons prendre la relève quand même. J'aimerais dire, c'est par rapport quand même à ce esprit-là de dire, ils nous ont volé, oui, bien sûr, mais on attend. Et comment est-ce qu'ils nous retournent? Victimisation éternelle. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut... Non, pas victimisation éternelle. Mais reconnaissance de ils ont volé même le corps de nos dirigeants. Le corps de Lumumba a été volé. Ils ont ramené la dent au moins. C'est la dent qui est revenue maintenant. Oui, vous terminez. Sana aussi veut. On va pas. Est-ce qu'on peut couper avec ça là pour dire vraiment aujourd'hui, prenons d'autres départs, plus sur d'autres bases, asseyons-nous sur de nouvelles bases, plus sûres et plus déterminantes plutôt à aller de l'avant. Parce que comment est-ce qu'ils nous retournent ce qu'ils nous ont volé? C'est sous forme d'aide avec quel intérêt et comment est-ce que ces aides-là sont utilisées, comment est-ce que ces aides-là sont fournies, des aides, excusez-moi, un peu asphyxiées, j'adoucis un peu. Cadeau empoisonné, vous voulez dire. Empoisonné, et qu'on doit retourner sous quelle d'autre forme. Donc, si on veut toujours s'éterniser dans ça, on rentre dans un cercle vicieux où on dit, on leur donne ça sous forme de prêts qu'ils doivent rembourser, même si c'est nos propres fonds qui sont confisqués, et sur ces fonds-là, on donne des aides ou bien on fait des prêts. Donc, du coup, est-ce qu'on peut vraiment décider de sortir de ce flou-là, de ce système-là, pour dire, aujourd'hui, là, on veut vraiment s'affranchir? Ça suffit, oui. J'aimerais juste rectifier quelque chose. Oui, le Togo dispose du pétrole,
je suis allé mener des informations, une collecte d'informations auprès du ministère des Mines, mais sauf que ce n'est pas en quantité rentable, c'est-à-dire le coût de son exploitation sera plus important que les revenus espérés. Non, ça c'est vu de l'œil du Togo. Non, je suis allé à l'information. Oui, mais j'ai eu des informations. Ça, c'est ce que les officiels vont te dire. Oui, mais vous avez des informations précises. Moi, j'ai rencontré c'est ce que j'aimerais dire. J'ai rencontré des ingénieurs et une société en Turquie qui m'a dit, votre pétrole, le problème c'est que la situation, si on ne l'exploite pas bien, ça peut couler pour aller vers les autres pays. C'est tout le problème. Mais est-ce que nous en avons suffisamment? Oui, justement, c'est pourquoi les infrastructures nécessaires sont plus importantes que les revenus engagés. Le gouvernement a le devoir de mettre tout en place pour qu'on puisse avoir les infrastructures. Même si les revenus espérés sont plus importants. Commencer par l'exploiter. Même si c'est une matière c'est une affaire de rentabilité. Quand c'est pas rentable, on ne peut pas le faire. Le pays ouest africain est arrivé jeudi au Mali pour de nouvelles discussions visant à résoudre les différends entre l'organisation sous-régionale et qui l'a missionné et les dirigeants de Bamako. Alors, Sana Sadio, cette dernière mission, c'est quoi précisément? Sur quoi on va parler à Bamako? Sincèrement, cette affaire, moi, sans vous mentir, ça commence par me dépasser. Et je ne comprends pas ce ping-pong qui est lancé depuis des mois. Et tantôt, des rumeurs disent qu'il y aurait un consensus trouvé avec le médiateur. Tantôt, c'est un communiqué venant de la CEDEAO qui vient remettre en cause ce qui a été conclu, ou bien qui viendrait remettre en cause ce qui aurait été conclu par le médiateur. Mais ceci dit, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut se dire que cette situation de statu quo a trop duré. A trop duré, d'autant plus que lorsque vous voyez le délai de 2 ans que souhaitent faire ou bien que comptent faire les autorités maliennes et vous voyez les 18 mois que propose 16 mois. Les 16 mois que propose, quel est l'écart en termes, c'est-à-dire l'impact de ces sanctions qui sont maintenues jusqu'à aujourd'hui et le délai de ces mois-là, qu'est-ce qui est plus coûteux pour notre espace économique? À un moment donné, il faut se dire, comme l'a si bien dit le président, notre chef d'État, nous avons des agendas économiques. Et vu la situation que traverse le Mali, vous avez vu récemment les instructeurs russes, il paraît qu'ils ont grévé parce que leurs salaires n'ont pas été honorés, etc. Mais tout ça là, c'est une situation piteuse. Et ça profite à qui? Est-ce que ça profite à la stabilité économique, à la stabilité sur le plan sécuritaire de la sous-région, ou bien ça profite à sa déstabilisation? Je crois qu'à un moment donné, c'est des questions qu'il faut se poser pour élever le niveau du débat. Moi, je crois qu'à un moment donné, il faut que les gens puissent peut-être laisser faire les Maliens. On verra jusqu'au bout ce qu'ils peuvent faire là où ils iront. Je crois que cette question, on en reparle à chaque fois qu'on revient sur ce plateau. Ça devient redondant. Ce sujet commence par m'exacerber, sinon ça m'exaspère sincèrement. Je n'ai même pas bossé sur ce sujet-là, donc parce que on revient. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire de nouveau? À part que nous tous nous espérons qu'un accord soit rapidement trouvé pour qu'on puisse aller de l'avant. Alors, le ministre des Affaires étrangères malien a confirmé justement l'arrivée de l'ancien président nigérian, Goodluck Jonathan. Même question à vous, sur quoi on va discuter avant le sommet d'Accra qui va se tenir le 3 juillet à venir? Je ne sais pas trop, mais peut-être sur l'agenda de cette transition prononcée de 24 mois, le chronogramme peut-être. Donc du coup, la médiation de M. Goodluck Jonathan a échoué. Depuis, ça a échoué. Donc du coup, je ne vois pas... Vous pensez que ça a échoué? Ça a permis de réduire quand même. Justement, il y a eu des efforts. Parce que c'était entre 6 mois et 5 ans. Moi, je dois choisir entre ça, la balance et pencher comment. Bon, je pense que c'est le côté échec que moi je prends. Parce que ne tenant pas compte vraiment des réalités du peuple malien, les Maliens ont décidé à ce que notre médiateur les accompagne, qui est le chef d'État togolais, notre chef d'État. Donc, c'est en ce sens-là, parce que
qu'est-ce que ça a apporté au peuple malien et à la CEDEAO. Moi, je ne vois pas tellement. Vous envoyez encore un médiateur où son pays a sanctionné, a maintenu les sanctions contre le Mali le 4, c'était le 4 juin passé. Oui. Donc, je ne vois pas ce que la CEDEAO est en train de jouer. Donc, vous ne voyez pas ce que Goodluck Jonathan va faire. Qu'est-ce qu'il va aller leur apporter comme truc là, étant donné que vous faites, c'est votre pays qui a maintenu, même si on sait que c'est une farce, excusez-moi, mais de façon publique, officielle, votre pays a maintenu les sanctions contre notre pays. Vous venez nous dire quoi maintenant par rapport à ça? On a maintenu toujours les 24 mois, vous ne voulez pas, vous voulez toujours ça par rapport quand ici, même à nos réalités. Ici, représente la CEDEAO et non le Nigeria. Donc, moi, ce que représente la CEDEAO maintenant, bon, le Nigeria fait partie de la CEDEAO. Ouais. Donc, si la CEDEAO a pu maintenir encore les sanctions, c'est parce qu'eux, ils ont voté et à ce que les sanctions soient maintenues et non levées. Et la CEDEAO qui a signé des traités ou bien du contrat avec l'OTAN actuellement, bon, ça fait quelques jours bien sûr, sur le plan militaire et autres, mais moi je ne vois pas ce que le peuple malien ou bien les autorités maliennes cherchent encore à faire avec la CEDEAO. Bon, c'est quoi le rapport? Il y a l'OTAN de l'autre côté, la Russie de l'autre peut-être? Bien sûr. Bien sûr, on sait que l'OTAN ne veut pas que la Russie avance, ait quand même une position assez considérable en Afrique, veut l'affaiblir. Et maintenant, vous signez des contrats avec l'OTAN, ce qui veut dire que la CEDEAO, si le Mali ne sait pas faire, le Mali qui a signé des contrats avec la Russie, s'il ne sait pas faire, les autorités maliennes ne savent pas faire, ce qui veut dire que lorsque la CEDEAO, si le Mali veut toujours rester au sein de la CEDEAO, lorsque la CEDEAO est avec l'OTAN, ce qui veut dire le Mali sera avec l'OTAN. La CEDEAO approuve les sanctions que l'OTAN, les pays de l'OTAN et de l'Union européenne ont affligé à la Russie. Donc, ce qui veut dire que le Mali aussi fait partie, accepte. Et là, c'est très, pour moi, c'est très mitigé d'aller dans ce sens-là. Donc, on a vu Assimi Goïta qui a signé d'autres décrets pour faire avancer son pays. Je crois qu'on va le laisser. Et il le fait aujourd'hui avec Maïsria, nonobstant le dernier massacre, madame. Oui. On parle de plus de 160 morts. Oui, il y a un aspect que je n'ai pas voulu soulever parce que ça ne fait pas tellement partie du sujet. Et les autorités maliennes et leur Conseil national de transition doivent faire très attention, et le gouvernement et le CNT, parce que ce problème, cette polémique qui est en train de naître entre le gouvernement et le CNT fait que on ne prend pas, on ne regarde pas, on n'a plus l'œil sur certains aspects et on laisse faire agir notre égoïsme, nos égos, pour laisser à ce que les djihadistes profitent pour massacrer encore les gens. Il faut qu'ils s'unissent. Ça, nous, on n'a pas besoin de savoir ce qui se passe entre le gouvernement et le CNT. Donc ça, c'est un problème qui est propre à eux. C'est un problème interne. Donc, est-ce qu'il est sûr qu'il y a un problème, comme vous l'aviez dit? Oui, il y a un problème. Donc ils doivent faire attention de nous situer par rapport au problème. Oui, pour essayer de calmer ça. On n'a pas besoin de ça pour le moment, de voir ce pourquoi ils sont là et de laisser leur propre problème. Si le président du CNT a un problème particulier avec Choguel Maïga ou bien Assimi Goïta, qu'ils parlent entre eux, que de nous afficher ça et que bon, et nous qui les supportons, on va arriver à quoi? Donc moi, c'est ce que je voulais dire quand même aux autorités maliennes et au peuple malien, de faire très attention. Emmanuel Vivienne Tomi, deux questions. D'abord, c'est quoi le problème? Et ensuite, je sais que vous êtes un journaliste qui va au téléphone. C'est quoi le problème? Et ensuite, qu'est-ce que cette mission peut apporter? Il faut d'abord faire le distinguo entre la mission de Goodluck Jonathan, qui est en fait un envoyé de la CEDEAO pour essayer... Médiateur. Oui, un envoyé pour faire la médiation. Il faut faire le distinguo avec le rôle que le Togo a accepté de jouer, parce que ce n'est pas nous qui avons proposé, on nous a demandé et nous avons accepté. Le Togo a accepté de jouer le rôle de médiation également, mais sous d'autres angles. Parce que le Togo étant parti
à la CEDEAO. Et vous avez vu la position du chef de l'État togolais. Beaucoup ne pouvaient pas comprendre, mais l'absence du chef de l'État à Accra lors du sommet qui a sanctionné le Mali, ce n'est pas quand même un hasard. Et la position du chef de l'État togolais est très claire. Aucun chef d'État élu démocratiquement, élu par des élections, ne peut accepter un régime de coup d'État. Les coups d'État sont condamnés. Maintenant, nous sommes face à des situations de fait, à des régimes de fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Essayer de faire revenir la raison, essayer de privilégier effectivement la paix, mais aussi le développement du peuple. Parce que là, si vous sanctionnez le Mali, ce n'est pas nécessairement la junte au pouvoir qui souffre, c'est plutôt la population. Et un pays comme le Mali, qui a beaucoup de liens économique avec les autres pays de la sous-région, a besoin aussi de s'ouvrir et a besoin effectivement des autres. Donc, ces sanctions auront des répercussions sur l'ensemble de la communauté. Je vais parler donc de la CEDEAO. Ensuite, il faut noter qu'en matière de négociation politique, on met toujours la barre très haute pour pouvoir après mettre de l'eau dans le vin quand on va vous le demander. Quand la junte au pouvoir au Mali a dit nous voulons faire 5 ans, beaucoup n'avaient pas compris. Mais c'est en termes de négociation, tu dis 5 pour pouvoir revenir après à 2 ou à 2,5. Et l'autre aussi dit 6 ou 1 an, 6 mois ou 1 an, pour pouvoir après dire 18 mois. Mais en réalité, nous sommes tous d'accord. Comme le disait Feu Edem Kodjo, on ne peut pas obliger quelqu'un à organiser des élections dans un délai trop court. Les élections, il faut un cycle, il faut du temps, c'est tout un processus. Donc aujourd'hui, là où les autorités de fait du Mali, parce que je suis contre les coups d'État, quelle que soit la nature, même si c'est Jésus qui venait faire le coup d'État, moi je suis contre les coups d'État. Il n'y a pas de raison de faire les coups d'État. Nous avons institué la démocratie, nous avons institué les élections, il faut passer par les unes pour aller au pouvoir. Aujourd'hui, il faut nécessairement que la junte malienne, la junte qui est au pouvoir au Mali, puisse dire voici notre réel programme. Nous aimerions faire tant ici, tant. Déjà l'adoption du test constitutif, quoique un peu critiqué, et c'est normal, c'est un pas. Mais il faut rassurer plus. Il faut que ça soit clair dans la mémoire de tous. C'est ce test qui divise ? Bon, en partie, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème est ailleurs. Vous savez, le cas du Mali, tout comme le cas de la Guinée ou le cas du Burkina Faso, c'est comment on dit ça? C'est des séries qui se jouent des fois ailleurs. Il y a la partie visible, mais il y a aussi la partie cachée de l'iceberg. Qui se joue carrément ailleurs. Oui, ailleurs. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe, et elle en a parlé tout à l'heure, ce qui se passe avec les Russes. Ça aussi en a parlé, ce qui se passe avec les Russes sur le terrain. Pas seulement au Mali, mais également en Centrafrique et dans d'autres pays dont on ne parle pas pour le moment. Alors, aujourd'hui, il est clair que la guerre qui se passe en Ukraine et en Russie continue par avoir des répercussions directes en Afrique. Et qu'est-ce qui se passe? On essaie de voiler les choses, mais souvent quand tu lis entre les lignes, tu sens que tel se rapproche de tel et tel désavoue. Vous avez vu la position de Macky Sall. C'est Macky Sall, le président sénégalais, c'est lui qui est parti faire du folklore en Russie pour soi-disant que nous avons faim et nous avons besoin du blé, libérez-nous le blé, alors que nous avons une terre fertile qui peut quand même nous permettre de cultiver autant de choses que nous voulons. Donc, moi, je pensais qu'il allait privilégier plutôt le côté de nous, Africains. Nous sommes venus vous dire, arrêtez la guerre. Nous sommes venus vous dire, on va vous réconcilier. Alors, venez à une table ronde à Dakar, venez à Lomé, venez. Nous invitons les deux présidents à Addis Abeba. Je ne savais pas que tu étais un grand farceur comme ça. Alors, moi, je pensais que... Oui, il fallait le proposer. L'Union africaine peut dire, je veux faire la négociation. Mais en place de cela, à lieu et place, on dit, nous voulons le blé, il faut nous libérer les sacs. Je pense qu'aujourd'hui, le problème qui se pose avec le Mali,
les chefs d'État ne peuvent pas dire oui, nous acceptons tout ce que vous proposez, mais on sait que quand même le réalisme voudrait qu'on s'accorde à dire que bon, les 2 ans, c'est pas trop grave, mais à partir de mars. voilà, passé. oui, mais c'est pas ça le problème. Il faut qu'il y ait un calendrier clair du pouvoir du Mali aujourd'hui. Il faut qu'ils nous disent, nous voulons faire une élection à telle date, nous voulons faire ceci. Même si par la suite, on n'arrive pas à respecter, on pourra dire qu'il y avait une volonté affichée. Sarah, le 3 juillet à venir, vous n'êtes pas dans le secret des dieux, mais qu'est-ce qui va se passer? Non, moi je pense que c'est ce 3 juillet qu'on saura si réellement la mission de M. Goodluck Jonathan a été un succès ou un échec. Mais d'abord, il faut reconnaître que des efforts et beaucoup d'efforts ont été faits du côté du Mali. Lorsque l'on quittait un intervalle de 6 à 5 mois et que l'on vient aujourd'hui à 2 ans. À 2 ans. 5 ans. À 2 ans. Non, 5 ans, l'intervalle de 5 ans. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut dire que beaucoup d'efforts ont été consentis du côté du Mali. Et la question qu'il faut se poser est de se demander quels sont les efforts consentis du côté de la CEDEAO. Donc c'est ce 3 juillet qu'on verra réellement s'il y a eu des avancées ou bien si la mission de M. Goodluck Jonathan a été un échec. Mais cependant, je peux dire qu'il y a des lueurs d'espoir, puisque aujourd'hui, on ne remarque pas que les autorités maliennes, moi je ne les appellerai pas la junte, je ne dirais pas que les autorités maliennes ferment la porte. Mais ce sont des autorités aujourd'hui, ce sont eux qui parlent au nom, du fait. C'est eux qui parlent au nom du Mali aujourd'hui. Ils ont toutes les signatures concernant le Mali. Ils viennent d'un coup d'État. Mais ce sont des autorités. C'est pas démocratique. De toute façon, ce sont les autorités. Ce sont les autorités. Autorité de fait. Il y a autorité dedans. De toute façon, ce sont eux qui assument la gestion du pays aujourd'hui. Oui, je suis d'accord. À 100%, rien ne leur échappe. Donc, ceci dit, donc c'est ce 3 juillet qu'on saura réellement les efforts qui ont été faits. Mais je note que la porte n'est pas fermée à l'arrivée de M. Goodluck Jonathan. Donc cela veut dire qu'il y a encore des manœuvres, qu'il y a encore matière à négocier, matière à discuter. Donc attendons sereinement le 3 juillet pour voir la fumée blanche ou bien la fumée noire qui sortira. Allez, on va marquer la pause pour le journal et on vous retrouve, chers invités, pour la suite de l'émission.